J'ai un message particulier pour deux téléspectateurs, Monsieur Alexandre Sanguinetti et Monsieur Michel Debré. Comme nous allons parler ce soir de la régionalisation, je voudrais en effet éviter à ces deux défenseurs acharnés de la centralisation outrancière dans cet État toute souffrance inutile, et c'est pourquoi je leur suggère de couper le son de leur récepteur et même accessoirement l'image. Il y a tout d'abord quelque chose qui me paraît curieux dans votre position. En 1969, les Français, consultés par référendum, ont bel et bien refusé la régionalisation. Monsieur Depardaillan, il est exact que les Français ont répondu non en 1969 au référendum, mais ceci ne constitue pas du tout un échec de la régionalisation. Il y a deux catégories de motifs au moins qui ont concouru à ce vote négatif. La première, c'est qu'au contraire, un certain nombre de régionalistes ont considéré que la réforme régionale qui était proposée était trop limitée. Et la seconde est bien connue, il y avait deux questions dans ce référendum. La seconde concernait la réforme, la rénovation du Sénat, c'est-à-dire sa suppression, et ça a conduit évidemment aussi au vote négatif. Depuis 1969, le Parlement a tout de même fait une loi sur cette régionalisation, une loi qui est entrée en vigueur l'année dernière. Alors vous ne pensez pas que vous êtes un peu à la remorque du gouvernement? Non, certainement pas, parce que la particularité de cette réforme régionale, c'est qu'elle est encore plus limitée que la proposition de réforme du référendum de 1969. Il n'y a pas d'assemblée représentative élue qui décide le préfet, agent depuis un siècle et demi du gouvernement du pouvoir central. La région n'émet que des avis, elle n'a pas de ressources, et quant à sa délimitation même, ce qui est un fait important, il est important que les populations concernées puissent dire dans quelle région elles veulent vivre. Eh bien, on n'a pas consulté les populations, et lorsque quelquefois des contestations ont été élevées, eh bien, elles n'ont pas été réglées. Pensez à la Normandie, pensez au cas précis de la population niçoise, qui voulait vivre dans sa région, et qui, pour l'instant, n'a pas obtenu satisfaction. Mais alors justement, vous-même, comment définissez-vous la région et ses limites? Est-ce du point de vue économique, culturel ou politique? Il n'y a pas, pour un fédéraliste tout au moins, de réponse unique à une telle question. Il se peut que quelquefois, ce seront les critères culturels, linguistiques, qui devront être pris en considération en premier. D'autres fois, les critères administratifs. D'autres fois encore, et ceci n'est pas le moindre, les critères économiques. Il faut tenter, cas par cas, région par région, de concilier ces différents impératifs. N'y a-t-il pas un problème particulier concernant les minorités nationales? Ce problème est un problème douloureux, et il serait anormal qu'on veuille l'éluder. Mais en même temps, il y a dans ce pays minorités nationales et minorités nationales. Il faut, parce que le fédéralisme est soucieux de reconnaître l'autonomie et permettre l'épanouissement des minorités, il faut que ces minorités nationales, qui n'ont pas pu pendant des siècles parler leur langue, qui ont dû abandonner leur culture, il faut que ces minorités nationales puissent s'exprimer. Il va de soi, toutefois, qu'il y a minorités nationales et minorités nationales. Certaines d'entre elles vivent aujourd'hui des problèmes plus douloureux que d'autres. Pensez au problème de la minorité basque. Cette minorité partagée par une frontière, qui se trouve donc à cheval sur l'État espagnol et sur l'État français, cette minorité qui, malgré tout, essaie de continuer à vivre, d'assumer son originalité, de maintenir sa langue, et qui rencontre à cet égard des difficultés auxquelles les Français ne peuvent manquer d'être sensibles. Il est normal, pour un petit peuple, de vouloir que ses enfants continuent à parler la langue des parents, continuent à apprendre dans cette langue les enseignements qui sont dispensés, bref, continuent à être lui-même. Finalement, vous-même, vous voulez l'indépendance ou l'autonomie des régions? Oh, certainement pas, Monsieur Depardaillan, l'indépendance. Parce que le fédéralisme, c'est l'autonomie sans doute. Et c'est pourquoi nous voulons l'autonomie des régions, la capacité pour les régions de décider elles-mêmes de leurs propres affaires à leur niveau, mais certainement pas l'indépendance, parce que si le fédéralisme est diversité, il est aussi unité. Et s'il n'y a pas préservation de l'unité, il n'y a plus fédéralisme. Donc de toute façon, nous sommes pour l'autonomie et non pas pour l'indépendance. Vous êtes fédéraliste européen et en même temps, vous prenez la région, c'est-à-dire une subdivision de l'État. Est-ce que ce n'est pas tout de même contradictoire? Ça peut le paraître. Et pourtant, la motivation des deux approches est la même. Pourquoi sommes-nous pour une fédération européenne? Parce que nous constatons qu'au XXe siècle, un État comme l'État français, qui est un État moyen, est aujourd'hui trop petit pour résoudre lui-même
un certain nombre de problèmes qui se posent au niveau de l'Europe. Problème de la défense, problème des relations extérieures, problème d'une partie de l'économie. Mais cet État, qui est donc dans certains cas trop petit, est aussi dans certains autres trop grand. Il est trop grand pour résoudre, depuis le niveau central, des problèmes qui se posent à la base, qui sont les problèmes des collectivités locales, des citoyens eux-mêmes, que les citoyens et les collectivités connaissent mieux, par définition, que les bureaucrates installés dans les administrations centrales. Il y a donc, au contraire, une relation directe entre la régionalisation et l'Europe. Elles sont complémentaires. En tout cas, une chose est évidente, tout le monde parle de la région, c'est un peu le sujet à la mode, aussi bien chez les candidats à la présidence que chez les hommes politiques en général. Tout le monde en parle, mais si vous y regardez de plus près, enfin tout le monde en parle, toujours chez les candidats éligibles, ceux qui cherchent à ramasser des suffrages en campagne électorale, si vous y regardez de plus près, vous constatez quand même que le projet de régionalisation présenté par certains manque de précision. Il faut ne pas oublier qu'une vraie région doit avoir une assemblée élue au suffrage universel direct, que l'exécutif doit découler, élu, être désigné par cette assemblée régionale, que l'assemblée régionale, que la région doivent disposer de ressources propres. Et en cela, il faut bien dire que les propositions qui sont formulées par un certain nombre de candidats ne sont pas très rassurantes. Il y a, pour justifier cette sorte de prudence, l'inquiétude qu'on pourrait briser l'unité nationale. Or, si l'on regarde ce qui se passe en Europe, on constate que, en Allemagne fédérale, l'Allemagne fédérale a accordé à ces régions que l'on appelle les Länder une autonomie, une capacité réelle. On constate qu'en Italie, depuis 1967, il a été organisé une réforme régionale déjà satisfaisante, insuffisante, mais bien supérieure à celle que l'on a qualifiée de réforme régionale et que l'on a votée en France en 1972. En Belgique, un autre État, on essaie aussi, et déjà de manière assez satisfaisante, de résoudre ces problèmes qui, notamment là, ont une dimension ethnique, linguistique, que l'on rencontre pour certaines de nos minorités nationales. La Grande-Bretagne prend le même chemin. Alors pourquoi l'État français? L'État français serait-il différent? Rencontrerait-il des problèmes plus difficiles à résoudre à cet égard que les autres États qui nous entourent? Il n'y a pas de justification au refus de la régionalisation. Je veux dire, il n'y a pas de justification vraie. Hormis peut-être l'explication suivante. C'est que donner aux régions, et pas seulement aux régions, aux collectivités locales, aux communes, la possibilité de se gérer, leur donner des compétences réelles, en faire des collectivités vivantes, c'est finalement restaurer la démocratie. C'est permettre qu'à tous les niveaux et dans tous les secteurs, les individus, les collectivités participent à la prise des décisions qui les concernent. Et c'est pourquoi, pour répondre directement à votre question, si un certain nombre de candidats à cette élection présidentielle manifestent leur adhésion à l'idée de la régionalisation, comme ils manifestent leur adhésion à l'idée de l'unité réelle de l'Europe, ils ne considèrent pas que ces objectifs sont prioritaires. Ils préfèrent promettre, faire des promesses d'ordre social, économique, mais leur ambition première, aujourd'hui, n'est pas d'organiser, de réorganiser dans ce pays la démocratie politique, une démocratie de participation authentique. Et c'est aux Français de dire s'il s'agit là d'un problème prioritaire ou au contraire, comme paraissent le concevoir les autres candidats, d'un problème secondaire.